À quel moment émerge la figure de Batista, qui occupera la scène politique durant plusieurs décennies de la Cuba pré-révolutionnaire? Et quel est son rôle dans la révolution de 1933? Alors en 1933, éclate une révolution contre le gouvernement dictatorial de Gerardo Machado, qui était un allié intime des États-Unis et qui avait transformé son gouvernement, qui était au départ démocratique, entre guillemets, en une tyrannie, puisqu'unilatéralement, il décide de prolonger son mandat de 6 ans. Éclate une révolte populaire menée notamment par les étudiants. Apparaît la figure de Fulgencio Batista, qui était à l'époque un jeune sergent, qui se dresse contre la dictature de Machado. Il se présente comme étant le symbole des aspirations, ou le défenseur des aspirations des Cubains à une ère nouvelle, c'est-à-dire davantage de justice sociale et davantage de souveraineté nationale. Mais Batista trahit dès les premiers instants son engagement en se réunissant avec l'ambassadeur des États-Unis, Sproul Braden, et il commence à conspirer contre la révolution de 1933. De cette révolution va émerger un gouvernement, la fameuse pentarquia, la pentarchie, puisque ça a été un gouvernement avec 5 éléments dominé par un professeur universitaire qui était Ramón Grau San Martín, qui deviendrait président de la République quelques années plus tard, et qui est à l'époque, en 1933, un progressiste. Ce gouvernement, qui est connu comme le gouvernement des 100 jours, puisqu'il va être renversé par la conspiration de Batista et de l'ambassadeur des États-Unis, en réalité il va durer 127 jours, va prendre des mesures, quelques mesures sociales qui vont dans le sens exigé par les Cubains, mais il ne va pas pouvoir aller plus loin, puisque au bout de 4 mois, Batista fait renverser Ramón Grau San Martín. Les États-Unis refusent de reconnaître le gouvernement de Ramón Grau San Martín. Et dans des documents diplomatiques, ils en expliquent la raison. Je cite de mémoire, « Aucun président de Cuba ne peut survivre sans notre reconnaissance officielle. » Le but avoué était donc de renverser Ramón Grau San Martín et étouffer la révolution de 1933. Ce que les États-Unis et Batista vont réussir à faire, puisque rapidement, on va imposer de nouvelles figures qui, trahissant les aspirations populaires, vont continuer à maintenir le système en place. La seule vertu de la révolution de 1933, ça a été l'abrogation partielle de l'amendement Platt en 1934, puisque les États-Unis s'étaient rendus compte que cet instrument était inefficace, impopulaire et obsolète. Les multiples interventions militaires suscitaient l'exaspération des Cubains, et l'ire des Latino-Américains qui voyaient le puissant voisin intervenir dans les affaires internes d'un petit pays. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient adopter une nouvelle doctrine, à savoir se baser non plus sur l'amendement Platt pour protéger leurs intérêts économiques, mais sur un homme fort avec l'émergence de Fulgencio Batista. Qu'appelle-t-on ensuite les gouvernements authentiques de Ramón Grau San Martín et de Carlos Prío Socarrás entre 1944 et 1952? Alors Batista, il va gouverner en coulisses de 1933 à 1940. En 1940, on adopte une nouvelle constitution qui était progressiste pour l'époque, mais comme on va le voir rapidement, les décrets d'application ne seront jamais adoptés. Donc c'est un texte qui était bon, progressiste pour l'époque, mais qui n'était pas mis en application. Batista va être élu dans des élections qu'on peut considérer démocratiques, même si le code électoral de l'époque favorisait son élection. Je ne vais pas donner davantage de détails parce que c'est un peu technique. Il a gouverné, disons, de façon démocratique de 40 à 44, et en 1944 est arrivée une période dite de pouvoir authentique, dominée par 2 figures, Ramón Grau San Martín, le fameux leader du gouvernement de 1933, mais qui n'était plus le révolutionnaire et le progressiste de l'époque, mais un bourgeois installé, qui s'est évertué à maintenir le système en place. Lui a succédé ensuite Carlos Prío Socarrás
en 1948, qui était son Premier ministre. Et on peut dire que cette période a été marquée par la violence politique et la corruption. La corruption généralisée, détournement de fonds publics, qui a fait que, à partir de la fin des années 40, va émerger une nouvelle figure politique, Eduardo Chibas, du Parti orthodoxe, qui va dénoncer la corruption généralisée et qui va être un peu le symbole de la jeunesse de l'époque. D'ailleurs, Fidel Castro était membre de ce parti orthodoxe. Et ensuite, quelles sont les raisons du coup d'État de Batista en 52 ? Et à quel moment va émerger la figure de Fidel Castro dont tu viens de parler ? Alors, en juin 52 sont prévues des élections générales. Batista souhaite se représenter, se faire réélire. Mais il sait que les sondages lui sont défavorables et qu'il n'arrivera pas à obtenir les suffrages de ses concitoyens. Il décide donc, le 10 mars 1952, avec le soutien des États-Unis, de rompre l'ordre constitutionnel et de s'imposer par la force. Rapidement, il va augmenter le salaire des officiers militaires et de la police pour pouvoir bénéficier du soutien des forces répressives. Et il va inaugurer une période d'une dizaine d'années, jusqu'en 1959, une période de fin 58 plutôt, de 6 ans de dictature militaire. Fidel Castro, à l'époque, était un jeune militant du Parti orthodoxe, un jeune avocat, qui était candidat pour les élections au Congrès. Donc l'une des premières actions que va mener Fidel Castro devant les tribunaux, c'est de dénoncer, par les voies légales, le coup de force de Fulgencio Batista. Bien entendu, cette action n'aura aucune suite puisque les tribunaux étaient soumis au nouveau régime. Et c'est la raison pour laquelle il va comprendre que la seule voie pour rétablir l'ordre constitutionnel et respecter la volonté des Cubains, c'est la voie armée.